Salut la gang, bienvenue à ce 47e épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, je reçois Anne-Lovely Étienne, qui est journaliste dans le milieu culturel québécois depuis plusieurs années. Elle est aussi chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et elle se donne la mission d'être l'une des voix de la diversité culturelle au Québec. On discute de ses premiers pas dans le milieu où elle avait aucun contact, de l'importance de l'appui de sa maman et de ses trucs pour réaliser ses rêves. Attention, on parle même de Pouchon Alert. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, je vous conseille d'écouter l'entrevue jusqu'à la fin. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Anne-Lovely! Allez, Sophie! Comment vas-tu? Ça va bien. On se maintient dans la COVID. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est excitant là, de parler, là, parce que premièrement, je veux juste te dire que tu commences ma 3e saison de Femmes de fer. Hey! T'es ma première invitée, la 3e saison, fait que c'est excitant. Oh, quel honneur! Merci. Oui, puis deuxièmement, en fait, on se connaît depuis quand même longtemps. Je sais même pas depuis quand on se connaît. Ça fait vraiment longtemps. Écoute, Sophie, je suis sûre, ça fait au moins 7-8 ans qu'on se connaît. Depuis le temps que toi, tu travaillais pour les magazines, fait qu'on se connaît de cette époque-là, en fait. Oui, on s'est toujours côtoyés dans notre carrière. Oui. Je t'ai toujours regardé, je t'ai vu faire plein d'affaires, puis j'ai toujours trouvé que t'étais quelqu'un qui arrêtait jamais, dans le fond. T'avais toujours des projets, puis t'as tellement d'énergie que je me dis, dès le début, je me suis dit, mon Dieu, cette fille-là va aller loin, puis je pense que oh mon Dieu, t'es bien prouvé. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des gens comme ça, je trouve, qui émanent une énergie qui fait qu'on se dit, même si c'est pas facile, c'est clair que maintenant il y a des choses qui vont fonctionner. Fait que je me suis dit, Anne, que c'était important qu'on se parle. On dirait que je vais faire comme un wrap-up de d'où t'es partie et maintenant où est-ce que t'es rendue. Mais c'est drôle que tu me dises, t'étais comme la fille qui courait partout, puis que c'est drôle parce que la COVID m'a comme vraiment appris à me poser. Fait qu'on s'en reparlera, là. Ça me fait vraiment du bien de savoir que des collègues comme toi, parce que j'admire aussi ce que tu fais, tu sais, qu'on a toujours l'œil puis qu'on supporte entre femmes. Puis ça, je trouve ça beau. Pour ceux qui ne te connaissent pas, juste peut-être à décrire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Je suis une passionnée des communications, si je peux le résumer en 3 mots. Moi, ça fait très longtemps, ça fait faire presque 10 ans que moi je travaille, que je roule ma bosse dans les médias. J'ai comme touché à tout, là. J'ai touché à la télé, j'ai touché à la radio. Puis là, ensuite, je me suis dit, OK, ça serait le fun que je touche aussi à l'écrit parce que j'ai toujours une grande passion pour l'écriture et pour la langue française. Et là, je me suis fait engager, au Journal de Montréal. Puis depuis 8 ans, je roule ma bosse au sein de la belle famille Québécois. Fait que, puis là-dedans, j'ai touché au lifestyle, j'ai touché au hard news, j'ai touché aux arts et spectacles. Fait que comme presque rien que j'ai pas fait, là. Puis là, cette année, j'ai comme vraiment l'occasion, en tout cas, j'ai demandé à mes patrons si je pouvais avoir une chronique d'opinion parce que je sentais que j'avais besoin de m'exprimer sur des choses. Fait que maintenant, je suis rendue chroniqueuse d'opinion aussi sur plein d'enjeux de société qui me touchent particulièrement, là, comme le racisme, évidemment, la diversité culturelle, le féminisme, hein. C'est sûr que je suis une femme, je suis peut-être une femme noire, mais je suis avant tout une femme. Tous des enjeux qui viennent vraiment me chercher et j'avais besoin d'avoir cette voix-là, cette plateforme-là pour m'exprimer sur des choses. Fait que là, maintenant, je suis rendue chroniqueuse d'opinion. Fait que, est-ce que je peux t'applaudir d'avoir fait ce saut-là, Anne, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, peut-être moins maintenant, pas du tout. Mais avant, m'aurait fait vraiment, vraiment peur de dire, hey, là, j'ai une chronique d'opinion où personnellement, là,
je dis ce que je pense, parce que souvent, dans le milieu des médias, on est caché derrière ce qu'on doit rapporter. T'es sur le terrain, tu parles des autres, tu parles de ce qui se passe, tu fais découvrir des choses aux autres, tandis que là, la chronique d'opinion, c'est « Bonjour, moi c'est Anne Lovely et tel sujet m'accroche cette semaine où j'ai goût de vous shaker un peu la patente. » là. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. De l'extérieur, je me dis, est-ce que tu te sens des fois genre j'ai lancé ma chronique aujourd'hui, qu'est-ce que le monde va dire? C'est sûr! Oui. Ben, je serais super hypocrite de dire, quand je fais envoyer à mon patron puis qu'elle me dit c'est super bon, on publie ça dans l'heure, je serais hypocrite de dire qu'il y a pas quelque chose dans moi qui est un peu très sale, là. Tu sais, je me dis tout le temps, oh my God, chaque chronique peut faire l'objet d'une explosion, d'une bombe anatomique qui pourrait vraiment me mettre sur la sellette et qui pourrait vraiment se rendre très loin ou même peut-être même nuire à ma réputation. Je sais pas, j'ai peut-être un petit côté spirituel, là, c'est peut-être mon petit côté ésotérique, là, mais je me dis, je le fais pour le bien. Il y a jamais de méchanceté en arrière de mes propos. Moi, c'est vraiment pour informer, éduquer, porter à réflexion, ouvrir les discussions. Ce sont les raisons pour lesquelles je le fais. Puis c'est pas pour pointer du doigt. Et c'est par exemple, je te donne un exemple très concret, puis un exemple pour les auditeurs qui nous écoutent. J'ai parlé de Tiger Woods et ben c'est parce qu'il a sorti un nouveau documentaire sur HBO qui a été lancé, je pense, la semaine dernière. Puis ça m'a sidérée parce que je me suis dit, man, avec tous les hashtags MeToo, tout ce qui sort en ce moment, pourquoi les hommes de pouvoir succombent tant à leur pénis? Il fallait que j'ai une réponse. Fallait que j'ai une réflexion qui me permette de comprendre. J'étais pas dans le jugement dans le sens que j'étais comme, OK, tous les hommes, c'est des assholes, tous les hommes sont pareils. C'était pas ça ma réflexion, mais c'était de vouloir comprendre comment ça se fait qu'une fille comme Serena Williams, qui a eu le même parcours que Tiger Woods en passant, à peu près le même parcours, c'est-à-dire que elle est au top de son sport, de sa discipline, autant que Tiger Woods l'a été. Elle a eu des parents hyper freaks, autant que les parents de Tiger Woods ont été. Elle a commencé à avoir une raquette de tennis, je pense qu'elle avait à peine 3 ans, puis Tiger Woods, il avait son bâton de golf à peine 2 ans. Fait qu'ils ont vraiment le même similaire parcours, mais de côté, Tiger Woods, il a perdu la carte, puis il s'est plongé dans les vices du sexe. Puis Serena Williams, ça m'étonnerait vraiment qu'elle s'est collée des go-go boys à Vegas, tu sais, avec une gang de chums, tu sais. Fait que c'est ce genre de choses que j'essaye d'apporter sur la place publique et de porter à réflexion, tu sais. En fait, ça fait pas le bonheur de tout le monde, mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là et c'est important de les mettre sur la place publique. Moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Mother of All Questions de Rebecca Solnit, qui est vraiment une féministe incroyable, incontournable, puis elle parle justement de ça, la comparaison entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, ou peu importe, elle me parle même des minorités culturelles et tout ça. Tout d'un coup, ça pète. Pourquoi tout d'un coup que les femmes ont besoin de se faire entendre et pourquoi aussi les gars ont l'impression d'être protégés. Et elle explique vraiment d'où ça vient et d'un bord, c'est le ras-le-bol des filles avoir été pendant tellement d'années silencieuses, d'avoir jamais rien dit, puis là, tout d'un coup, on n'est plus capable de le prendre, puis tellement de féministes ont ouvert des portes que nous, on est rendu à pousser encore plus loin, comme toi, tu le fais. Puis des gens comme Tiger Woods, par exemple, ont été tellement protégés pendant longtemps qu'ils sont encore dans cette mentalité-là. Comprends? Donc, en tout cas, si ça vous intéresse d'aller lire ce livre-là, moi, ça m'ouvre énormément de mais moi, c'est sûr que je vais aller le lire. Tu m'as piqué ma curiosité, c'est sûr que je vais aller lire ça. Mais je vais juste t'avertir que ça se peut que tu sois frustrée. OK! Ça va faire l'objet d'une autre chronique. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, de bien des chroniques, ça, je peux te l'assurer. Moi, je suis vraiment curieuse, Anne, de savoir ton parcours. OK? Parce que moi, ça a toujours été
ma plus grande curiosité dans la vie de comprendre comment ces gens-là ont fait pour réussir ou se rendre où est-ce qu'ils sont. Tout le monde a un parcours unique. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Parce que avant de commencer dans le milieu, là, j'essayais donc de comprendre comment avoir ma place, comment être à telle place. Tu sais, je pense que tu relates un peu de ce que je dis. Je relate tellement. Je pense que tu es rendu à une position de dire, c'est peut-être pas la place de rêve que tu as encore. J'imagine que tu as plein d'autres projets en tête. Je m'en viens. C'est ça. Mais je veux juste faire comprendre peut-être d'où tu viens. C'est quoi ton départ, l'étincelle qui a fait avec moi, là, je m'en vais dans le milieu des communications? Moi, je sais que je voulais évoluer dans les médias, que je voulais travailler, que je voulais être journaliste, animatrice depuis le plus loin que je me souvienne. Je pense que j'avais 4 ans, puis je prenais mes bibelots sur mon buffet là, de marchand, puis là, je disais merci d'avoir voté pour moi, puis tu sais, je m'inventais des galas, puis tu sais, moi, ça a été très, très clair pour moi à un très jeune âge. Fait que je savais où je m'en allais. Fait que moi, est-ce que tu fais ça encore, hein? Je le fais plus, mais je fais beaucoup de visualisation. Oui, OK. Puis je me fais beaucoup de vision boards. Ça, j'en fais. Mais je me parle plus seule dans la salle de bain ou dans ma chambre comme je faisais quand j'étais petite. J'ai eu cette chance-là de savoir très tôt ce que je voulais faire dans la vie, parce que je sais que c'est pas la chance de tout le monde, hein, d'avoir ça en eux, ce feu qui brûle, cette passion-là qui est allumée 24 heures sur 24. Puis ça, moi, je l'avais. Fait que c'est pour ça que je pense que ça vient, mon énergie vient de là. Mon background d'immigrant, parce qu'il faut savoir, moi, je suis pas née ici. Moi, je suis pas née à Montréal. Moi, je suis née à Port-au-Prince. Puis je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans avec ma mère. Puis, fait que j'ai un background vraiment immigrant et je n'avais aucun, mais quand je te dis aucun contact dans les médias, là, fait que j'ai vraiment fait mon chemin, mon petit bonhomme de chemin de A à Z. Hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire. Puis ça, je veux vraiment que les gens qui nous écoutent sachent que si vous êtes une mère, si vous êtes un parent, d'encourager vos enfants fait toute la différence. Ma mère me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis, maman, je vais être animatrice, je vais être journaliste. Elle m'a dit, go. Même si qu'il y avait que très peu de modèles de femmes noires dans les médias québécois, ma mère, elle, était très convaincue que j'allais être une des premières à vraiment casser les pas, à réussir dans mon domaine. Déjà là, j'avais une confiance en moi qui était démesurée, peut-être, je devrais dire ça, là. Souvent, je me suis retrouvée dans toutes les étapes jusqu'à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Toujours la seule femme noire. Tout le temps. Mais c'est quoi? J'ai jamais vu ma couleur comme un désavantage ou comme, OK, je suis un nombre impair comparativement à mes autres collègues qui sont comme toutes des caucasiennes blondes aux yeux bleus. Tu sais, moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme, hey, ça va être un jour à mon avantage. Puis j'ai la personnalité, puis il y a personne qui peut être Anne Levy. Fait que déjà là, je fonçais. Fait qu'à l'université, j'ai eu une opportunité de stage, puis c'était Star Academy à l'époque. Puis je cherchais une recherchiste stagiaire, puis on était 300 filles qui avaient appliqué pour ce poste-là. Puis moi, je suis arrivée, là, puis c'est drôle parce que c'est Jean-Philippe Dion qui était mon maître de stage à l'époque. Oui. Puis je suis arrivée, puis j'ai dit, si tu me prends, tu vas le regretter si tu me prends pas. Moi, j'étais cœurante. Puis ça, Jean-Philippe aime ça. Ah ouais, je vais travailler des 12 heures s'il faut gratos, je m'en fous, je veux apprendre. Fait que je pense que mon discours l'avait vraiment impressionné. Fait que j'avais embarqué dans cette folie-là de Star Academy, de cette variété. On sait, c'est une grosse machine. Je travaillais je représentais quand même Production J. Puis j'ai tellement appris, là, Sophie, ça a été fou. Puis je me suis fait des contacts. Un petit contact par-ci, un petit contact par-là. Moi, je gardais tout avec moi. Et là, de fil en aiguille, après ça, j'ai pu être engagée comme recherchiste aussi à la radio. Un autre contact par-ci, un autre contact par-là. Fait que là, vraiment, là, d'année en année, je faisais mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que, malheureusement, je me suis fait mettre à la porte à une station de radio. J'ai décroché un poste de journaliste aux nouvelles générales au Journal de Montréal, puis j'haïssais ça. On sait toujours mettre là en premier. Toujours. Moi, j'ai commencé à couvrir l'univers municipal
J'étais toujours à la mairie de Montréal, en train de jaser des poubelles puis le compost qui s'en venait. Je veux pas généraliser, puis j'applaudis les gens qui couvrent ce genre de sujet-là, là. Mais moi, j'étais comme, oh non, c'est pas ça du tout. C'est pas grave. Mais moi, j'admire mes collègues de l'enquête, j'admire mes collègues, tu sais, je veux dire, qui couvrent les faits divers. Les faits divers, y a-t-il quelque chose? En tout cas, pour moi, là, c'est très challengeant, les faits divers, parce que t'arrives, il y a soit un meurtre, c'est très difficile d'aller interviewer des gens qui sont en deuil, qui sont en choc d'un de leurs proches qui vient de mourir. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement confrontant et j'ai trouvé que c'était pas pour moi. Vraiment pas. Puis, mes patrons l'ont bien vu aussi. Fait qu'ils m'ont switché dans le art de vivre. Ça, c'était plus ma corde, disons-le. Moi, j'étais quelqu'un qui adorait sortir. Je suis quelqu'un qui aime le public et franchement, j'aime vraiment l'être humain. Dans le lifestyle, au lieu de me faire envoyer paître, comme les gens de faits divers, je me faisais adorer parce que ce soit un restaurateur, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un artiste, eux autres, ils avaient tout le goût de me parler, contrairement à quand je faisais des faits divers, tu comprends? Fait que je me trouvais sur mon X, là, vraiment, quand on fait ce virage-là pour aller en art de vivre. Fait que de là, ben, écoute, tous les événements, les tapis rouges, en tout cas, j'étais peinard. J'adorais ce que je faisais. Est venue la COVID. Et du jour au lendemain, ben, je me suis retrouvée sans boulot parce que l'essence même de ma job, c'était les événements, puis c'était d'aller couvrir ça, tu sais. Fait que on s'entend que COVID-19 égale restons à la maison. C'est drôle parce que j'ai vraiment fait une réflexion sur moi-même parce que ça faisait longtemps aussi, Sophie, je vais te le dire, que je me disais, je dois ralentir. Un jour, j'aimerais sortir des enfants. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas, puis j'aimerais ça toucher à d'autres choses, mais j'ai aucune idée comment faire, tu sais. T'es arrivée dans la même réflexion que moi quand j'étais... Ah ouais? Raconte-moi! Non, mais écoute, je veux pas embarquer dans ton histoire, là, mais j'ai l'impression que t'es arrivée dans le même genre de réflexion que vers moi à la fin, quand j'étais au magazine Clin d'œil. Parce que t'arrêtes jamais, t'es tout le temps prise dans tout ce que tu fais. Puis moi, je me disais, mais un enfant, il va être où dans tout ce qu'on fait? Ça. Le soir, les fins de semaine, les voyages, ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça se peut? Ça se peut, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui le font, mais moi, je comprenais pas ma vie là-dedans. Alors, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Mais c'est ça, parce que, tu sais, moi, je veux être maman, là, un jour, tu sais. Fait que là, je me disais, my God, comment? Puis moi, ça fait longtemps, Sophie, parce que je couvrais aussi beaucoup les lancements de presse sur les nouvelles séries, par exemple, parce que je devais aller interviewer les artistes, les comédiens, etc. Je couvrais beaucoup les lancements de films. Puis à chaque fois, j'étais seule dans la salle de presse, la seule noire, à regarder encore un projet hyper homogène, hyper blanc. Puis j'étais comme... Je sortais de là frustrée. J'ai su vraiment ma place. Comment je vais faire pour la trouver, cette place-là? Parce que je peux pas continuer à faire ça, d'être en arrière. Tu sais, quand on est journaliste, oui, on est un petit peu à l'arrière-plan, mais c'est toujours une relation donnant-donnant. C'est-à-dire que l'artiste en donne, mais toi, tu donnes la visibilité à l'artiste. Fait que, tu sais, moi, je trouve que comme journaliste, on a quand même autant de pouvoir que l'artiste. Mais je trouvais donc que ma place, c'était peut-être de revirer de bord. Je me sens plus bien dans ce rôle-là. Faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas comment. I need to pay my bills. Mais la COVID a décidé pour moi. Tranquillement, pas vite. Ben, après ça, ben, c'est sûr qu'on m'a rappelé parce qu'on m'a dit, on a besoin de journalistes. Les journalistes sont devenus un besoin essentiel aussi. Fait que pendant l'été, bon, j'ai continué à travailler parce que, bon, j'avais besoin de sous. C'était mieux que la PCU, on s'entend. Tout ce qui est arrivé, Black Lives Matter, tout ça, là, la deuxième vague du MeToo au Québec, là, j'étais là, un petit peu plus de terre, c'est fini. La COVID 2020, là, ça a été un éveil extrêmement spirituel pour moi, OK? Qui a fait que là, j'ai pris une autre tangente aussi de mon parcours de carrière. Fait que là, j'en suis rendue là maintenant. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent autour de ça, mais je pourrais te dire que être une chroniqueuse d'opinion,
ça me comble et j'espère que cette voix que je porte, en tout cas pour ma communauté du moins, là, fait vraiment une différence. My God, il y a tellement de choses que tu viens de dire qui me font chaud au cœur et j'avais besoin que tu me dises ça, en fait. J'avais besoin que ça t'impacte comme ça, tout ce qui vient de se passer dans la dernière année. Je trouve ça intéressant de dire réveil spirituel parce que je le sens comme ça, moi aussi, pour plein d'autres raisons. Ouais, c'est ça, pour plein de raisons. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je veux parler de la diversité dans les médias. Ouais. Puis je sais que tu as fait un coming out là-dessus. Tu sais, pour moi, tu es un des visages, comme tu dis, rares de la diversité dans le milieu des médias. Même juste au niveau des femmes, partons de là. Faut qu'on prenne notre place. Puis en plus, toi, vous, votre communauté, devez prendre votre place. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme une bataille? Là? Ou tu vois juste ça comme ça va venir un chemin comme c'est? Là? C'est ma mission de vie, puis c'est ça que j'ai compris. En tout cas, je pourrais aller super deep là-dedans, là, mais je le ferai pas parce que je vais perdre le monde. Là. Non, mais vas-y, parce que c'est ici c'est de ça que moi, je veux qu'on parle. Parce que c'est un sujet super important pour moi, puis je pense que, en tout cas, pour moi, je peux plus passer à côté de ça. Même quand je vois les panneaux sur les autoroutes, les parcs, tout ça me fait que questionner, tu sais. Ben, c'est normal. Ouais. C'est normal parce que la diversité culturelle, là, tu sais, c'est pas je parle pas seulement pour les Noirs. C'est sûr que moi, ma communauté, les Haïtiens, on a notre couleur, on a notre expression. Puis on fait partie d'une des communautés les plus importantes au Québec. Je veux parler aussi pour les femmes arabes qu'on voit très peu. Je veux parler aussi pour les femmes asiatiques qu'on ne voit, écoute, jamais dans les séries. Je veux dire, je pense que je connais deux comédiennes là, que j'ai vues dans les seconds rôles et même parfois dans les rôles muets, là, si tu veux. Puis je les remarque, là, tout de suite, mon œil les regarde, dit, oh mon Dieu, c'est qui cette fille-là? Puis je vais aller la googler. Puis c'est pas normal que je fasse ça. Parce que je le fais pas sur Netflix. Je le fais pas sur Amazon. Je le fais pas sur toutes les autres plateformes numériques comme HBO, etc. Pourquoi je le fais ici, dans le contenu où moi, j'ai grandi toute ma vie? Je suis obligée d'aller googler les actrices muettes asiatiques. Mais, Sophie, pour remettre le balancier, oui, il y a une part des diffuseurs. Les producteurs qui sont toujours les mêmes. Ils doivent vraiment se questionner. Ils doivent se repositionner. Les gens, sinon, là, la génération Z, puis ce qui nous précède, puis nous-mêmes, les milléniaux, là, on voudra plus rien savoir de la télévision québécoise, puis ça va mourir, puis c'est pas ça qu'on veut, OK? Non. C'est pas ça qu'on veut. Fait que oui, ils ont vraiment leur bout de contrat à faire. Maintenant, ce que je dirais aux communautés culturelles, on a aussi, nous, notre part du contrat. Je m'explique. On a besoin que ces parents dont je te parlais, là, comme des mamans, comme les miennes, des papas issus de l'immigration, qui nous ont vraiment dit, là, je veux que tu sois avocat, docteur, notaire, comptable, infirmière, des métiers hyper traditionnels qui rapportent du cash. Et on laisse côté la créativité et les métiers où on peut devenir un artiste, tu sais. Et il y a une part de ces parents immigrants-là, issus de l'immigration, qui peuvent porter un peu la faute du fait qu'il y ait un grand manque de diversité dans les médias. Puis je l'explique parce que je l'entends. J'ai des amis, là, Sophie, là, dont un, je pense, ça serait un animateur de radio écœurant. Lui, là, il est à CJBL, là, ça fait une dizaine d'années, le gars. Il fait de la radio communautaire. Mais la façon dont il s'exprime, son français est impeccable, il est drôle, il est funny, c'est un vent de fraîcheur, ce gars-là. Mais il aurait jamais sa chance parce que dès le début, il a pas fait les classes un peu comme moi pour arriver à ce chemin-là. Pourquoi? Parce que ses parents lui disaient, on donnera jamais une chance à un noir, fais donc d'autres choses. Tu comprends? Là, faut arrêter ce discours-là.
L'autre chose, c'est une fois que les parents sont là, puis ils encouragent leur enfant dans cette démarche artistique-là, ces personnes issues de la diversité, ces artistes issus de la diversité doivent se spread out en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, en tant que producteur. On a besoin de ces gens-là dans ces décisions-là. Plus on a des gens dans les sphères décisionnelles issus de la diversité, plus il va y avoir de la diversité à la télé. Parce que je peux pas en vouloir à une Fabienne Larouche de vouloir raconter une histoire qui sont proches d'eux et qui ne pensent pas nécessairement ouais, c'est vrai, je devrais peut-être mettre la petite haïtienne, puis peut-être la petite asiatique, puis peut-être la petite arabe. Ils ne connaissent pas notre réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends absolument ton point, hein, mais moi, ce que j'ajouterais, par exemple, il faut que je te fasse une réflexion, OK? Parce que moi, j'étais en train d'écrire mon roman. En 2020, j'ai écrit un roman. Oui. J'ai commencé à l'écrire en 2019, OK? Et COVID arrive, j'ai arrêté d'écrire, j'ai mis ça un peu en plan parce que il fallait bien s'occuper du petit gars à la maison, puis il fallait bien survivre à cette histoire-là. Ben ouais. Arrive le Black Lives Matter. Oui. Moi, j'ai pris ça sur mes épaules, j'ai fait OK. Là, il faut que je parle moi aussi, je veux me battre avec vous autres, je veux vous appuyer, je veux être là, OK? J'étais frustrée de tout ce que tu dis, j'étais comme OK, là, ça n'a plus aucun sens. Oui. Je me suis retournée vers moi puis j'ai fait comme comment ça se fait qu'il y en a pas de diversité dans tous les trucs culturels qu'on voit. J'ai retourné ce que je faisais. J'ai fait comme Sophie, check ton roman. T'en as-tu de la diversité? Non. Tout ça m'a tellement personnellement bouleversée. J'ai pris ce que j'ai fait, j'ai recommencé. Wow! Parce que je me suis dit, avant tout ça, je le voyais, parce que, mettons, t'es mon ami, t'es dans ma vie, puis on se côtoie, puis tout ça, puis c'est beau, puis c'est correct. Puis là, tout d'un coup, tout ça arrive, que ce soit le MeToo Movement, que ce soit la diversité culturelle, que ce soit la diversité des tailles, que ce soit... Là, un moment donné, c'est comme, c'est too much, c'est dans ma face. Fait que je peux comprendre que je l'ai peut-être pas vécu, mais là, si moi, en tant que personne, je veux du changement, il faut peut-être que je fasse le changement, tu sais. Ben, écoute, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est pour ça que je dis que il y a une grosse part de responsabilité auprès des diffuseurs. La semaine passée, mon chum me fait remarquer un journaliste sportif d'origine sikh, OK, qui a été nominé comme le principal play-by-play au hockey des Canucks de Vancouver. Puis là, mon chum me dit, écoute, hein, ça, là, c'est majeur, là. C'est majeur. Le gars, il a un turban sur sa tête. Oui. Il est super fier de sa culture. Et il décrit tous les matchs des Canucks de Vancouver. Il dit ça, là. Il dit, ça arriverait jamais au Québec. Là, j'ai fait comme, il dit, Anne, il n'y a jamais eu quelconque immigrant. Il dit, moi, là, qui est homme blanc de la quarantaine, je suis le plus proche de ce qu'on parle de diversité, parce que mon chum est italien comme le tien, OK? De plus proche de diversité qui rentre dans les vestiaires des Canadiens, qui parle des Canadiens. Mais à Montréal, il dit, regarde au journal où est-ce que tu travailles, regarde à la presse, regarde à RDS, regarde à TVA Sport. Là, écoute, je regardais ça, là. Ça peut pas être plus blanc que ça, là, Sophie. Et ma réflexion que je vais écrire, d'ailleurs, c'est si les Canadiens ou le hockey en général au Canada, qui est vraiment, tu sais, là, c'est dans notre sang, là. C'est une religion, le hockey. Ouais. Puis en tant qu'immigrant, ça montre qu'on est ouvert, nous, à embrasser la culture québécoise, à nous devenir des Québécois. Ça nous montre pas plus qu'on veut vraiment nous autres. Parce que si le hockey, en fait, le hockey, les Canadiens devient un réel miroir de ce que le Québec montre comme diversité dans les médias, tout simplement. Puis ça me flabbergasse parce que qu'est-ce qui rassemble plus dans la vie, je l'ai dit même à plusieurs reprises dans le mouvement Black Lives Matter, c'est la culture. La culture nous rassemble autant les immigrants, les enfants d'immigrants ou les Québécois. Il y a bien quelque chose qui nous rassemble. Moi, je suis capable de chanter une tune de Ginette Renault, là. Puis j'aime ça savoir, Sophie, que
peut-être que tu manges des bananes pesées avec un griot puis du riz. C'est ça, la culture, c'est ça, le mix de culture, et c'est ça qui fait que on est capable de le bien vivre ensemble. On s'enflamme, mais moi, je veux savoir, là, avec toute cette discussion que tu as et tout ce changement-là dans la dernière année, là, ça serait quoi maintenant ta place de prédilection? Là, que tu dis, hey, ça, là, ça, c'est... Ah, Sophie. Que cette conversation, qu'on puisse la ressortir dans 10 ans, puis qu'on fasse comme aïe, tu l'as fait! Yes! Toi, ton roman, puis moi, mon scénario. Je suis en train de travailler sur un scénario. Je me suis dit, j'ai toujours eu le talent d'écriture, puis j'ai le don de raconter des histoires qui rassemblent, qui réunissent. Fait que je suis en plein développement. Croise-toi les doigts pour moi, mais je sais que c'est mon appel. Je sais. On parle de scénario télé? Ouais. Non, oui! Ouais, je veux faire vivre des personnages dans ma tête, dans mon cœur. Je veux faire vivre des histoires qui me sont arrivées à travers de plein de choses. Oh my God, si ça se développe, je vais avoir trouvé c'est parce que je vais avoir l'impression vraiment d'être sur mon X. Tu sais, je me vois enceinte, me flatter la bedaine, puis comme Carrie Bradshaw en train de écrire mes scénarios. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu développes? Écoute, si tout va bien, c'est ça, je suis en pourparlers aussi d'être auteur sur un show de télé aussi. Fait que ça, je peux pas en dire trop parce qu'on est encore en fait, le diffuseur doit décider, ça passe pas. Fait que je peux vraiment pas en parler, là. C'est top notch secret. Fait que je suis déjà là-dessus. Tu sais, j'ai des pourparlers avec Cube Radio, on verra, parce que j'ai fait du remplacement durant les vacances de Noël, puis ça avait vraiment bien été. Peut-être que j'ai des projets radio qui vont s'en venir. Moi, je pense que ça va juste s'en aller vers la bonne direction. Sinon, pour le mois d'Histoire des Noirs, j'ai un projet qui s'appelle l'appart Construire l'avenir. Et je mets de l'avant 3 entrepreneurs noirs du monde de la construction puis de la réno puis du design, parce que ce sont des gens qu'on ne voit jamais. Puis c'est drôle, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, t'as bien raison, on voit jamais un noir avec un marteau. » Puis j'ai fait point. C'est vrai. Fait que de là, c'est ça, je vais ramasser des fonds avec ce projet-là pour des organismes qui aident les entrepreneurs noirs à se partir en affaires, puis aussi la Maison d'Haïti qui a beaucoup souffert durant la COVID, qui a pas eu d'événements pour se ramasser des fonds. Fait que je vais redonner de l'argent à ces 2 organismes-là. Puis c'est ça que la Maison d'Haïti, il faut pas oublier que c'est leur mission même, c'est d'aider les nouveaux immigrants à s'intégrer dans la société québécoise, notamment en les aidant à trouver un logement, puis aussi en les aidant à trouver un travail, puis ça passe par là. Donc, qui dit travail dit indépendance économique, qui dit indépendance économique dit on peut atteindre des rêves, on peut partir de notre propre entreprise, etc. Je pourrais en parler non-stop. Est-ce que je peux te dire, Anne, que tu es une personne que j'adore suivre sur les médias sociaux? Tu me fais à chaque matin toutes les choses que tu dis. Des fois, là, je suis comme, je peux pas croire que mais tu le dis, puis ça me fait rire. Tu m'en fais apprendre en plus. Moi, j'ai appris c'était quoi un pouchon en passant. Yes! On aime les pouchons. On adore les pouchons. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un pouchon, c'est un hot tamale guy. C'est des hot dudes. Fait qu'en créole, on dit pouchon à l'heure. Fait que surveiller mes pouchons à l'heure, c'est très divertissant. Oui, j'adore. À chaque fois que t'en parles, je suis comme, tellement je l'ai regardé. Est-ce qu'on peut se parler du gars de Bridgerton? En tout cas, voici mon kick présent. Ça, c'est tout un pouchon alert. Roger Jean Page, là, oulala. Et j'ai écouté Bridgerton. Je pense que j'ai reculé toutes les scènes de sexe. J'étais là, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Pouchon alert. Et merci beaucoup, Anne Lovely. Je veux savoir si on veut te suivre, les gens vont te suivre. Oui, Instagram, Anne_Lovely, comme l'amour, Lovly, _E pour le nom de famille qui est Étienne. Suivez-moi sur Instagram. Plus vous allez être divertis sur mes humeurs contre le Freddy, qui est le froid, et le blocus, qui est le trafic. Et mes poussons à l'heure qui sont vraiment le fun. Oui, ils sont incontournables. Continuez à faire ça. Merci beaucoup, Anne. Gros bisous, Sophie. Ciao, merci à tout le monde.
Bye bye. Bye! Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.